La fille de ma meilleure amie, elle a un truc comme ça dans le cerveau. Et puis là, elle rencontre Benki. Je sais pas, il fait des choses. Et elle n'est plus retournée à l'hôpital. Et elle est retournée, je crois, l'année passée, ou il y a 2 ans. Plus rien. Ouais. Pour eux, tout est médecine et qu'on est dans un processus de guérison. Et tant qu'on n'est pas éveillé, on doit aller dans un processus de guérison. 2 mois après, Almir nous appelle et il explique qu'en fait, les orpailleurs sont entrés sur le territoire avec des armes sur la tête des enfants, le mercure, enfin tout ce qui va avec de destruction, et les caterpillars. À l'ONU, j'ai une amie qui travaille là-bas et puis qui m'a dit « Écoute Barbara, pour faire quelque chose du côté des institutions, il aurait fallu 10 ans. » Mais en 10 ans, la forêt, elle était morte. C'est juste fou, l'énergie de destruction à laquelle ils sont confrontés et en même temps l'énergie de joie qu'ils arrivent à tenir. Alors, bonjour Barbara Stüdler. Bonjour. Merci d'être avec moi, je suis très honoré. Barbara, toi tu travailles, tu vis, tu collabores depuis de nombreuses années avec les peuples qu'on appelle les peuples premiers. On reparlera aussi de ce terme, qu'est-ce qu'on entend par là. Tu les fais venir d'ailleurs, tu organises des rencontres avec des leaders spirituels de différents peuples, de différents continents. D'ailleurs, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais le prochain événement, ce sera cet été, fin août, en Suisse, dans la région de Fribourg. Voilà, on va revenir aussi sur les débuts, comment tu es arrivé à te mettre en contact avec eux. Ça s'est fait un petit peu comme ça. Il y a eu une sorte de déclic, hein, tu vas nous raconter, mais c'est pas non plus arrivé par hasard parce que ça fait quand même bientôt une bonne 30aine d'années, je pense, que tu t'intéresses à l'environnement, à l'éthique et à la question du développement harmonieux du monde. Ah oui, c'est vraiment l'appel que j'avais sur cette terre, de vraiment essayer d'œuvrer pour accompagner un regard plus doux et une action plus douce avec l'humain, la terre et les autres règnes, et de retrouver l'harmonie en soi, avec tout un parcours écologique avant. Ouais. Alors en quelques mots justement, quelles ont été tes activités autour de la nature, de l'environnement, avant d'arriver à rencontrer ces peuples premiers. Alors, oui, ça fait longtemps maintenant. On a commencé en 2003 une association qui s'appelle toujours Nice Future, qui avait vraiment toujours le même objectif, en fait, de retrouver une harmonie avec le vivant et à l'intérieur de soi, automatiquement. Et à l'époque, j'étais avec un ami, Vincent, et on avait lancé la première, je pense, agence de communication éthique en Suisse. Et on avait les deux des compétences là-dedans. Et moi, assez vite, donc on a beaucoup réfléchi qu'est-ce que ça voulait dire, l'éthique dans la communication. Et on a travaillé, il y avait très peu de personnes qui réfléchissaient à ça, avec des penseurs de France et du Québec. Et après, on a petit à petit posé les bases de ce que ça voulait dire, selon nous. On ne travaillait pas pour des acteurs qui n'étaient pas au service de la vie, etc. etc. Mais assez vite, on s'est rendu compte que, malheureusement, la communication, même dans les meilleures organisations avec des buts non lucratifs, quand elles communiquaient, c'était souvent pour leurs propres objectifs et trouver des membres, trouver de l'argent. Donc, en fait, c'était pas vraiment au service de la Terre. Et moi, à un moment donné, j'ai eu vraiment un déclic. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne qui est vraiment au service de la Terre. Il n'y a rien, et ça n'existe pas. Il y a toujours des petites parcelles, des militants sur un sujet ou un autre, mais vraiment de s'engager pour la Terre, ça n'existe pas. Et donc, c'est le pari qu'on a fait à l'époque. On s'est dit, on va prendre comme si la Terre, c'était notre boss, féminin et masculin. Et donc, on va avoir ce qu'elle veut et on travaille pour elle. Et c'est comme ça que Nice Future a été créé. Et assez vite,
Oui, j'étais plus jeune à l'époque. Et on était vraiment dans les débuts du web. Alors, on était assez doués là-dessus. Donc, on avait fait un web magazine avec un petit peu tous les gestes qu'on peut faire déjà, tout ce qu'on peut faire avec ses enfants, avec le rôle qu'on a avec l'argent, avec son jardin, enfin, sur la médecine naturelle. Enfin, on faisait un petit peu un déploiement sur tous les thèmes. Et assez vite, on a des gens qui sont venus de Paris qui avait cette idée du Festival de la Terre. Avec l'idée de l'époque, c'était de faire un festival partout sur la planète pour le solstice de juin. Mm. Et moi, j'ai trouvé ça génial, avec ce principe de se dire, est-ce qu'on est capable de fêter ensemble pour la Terre sans être de nouveau au service de la Terre, pas au service de soi, avec ses petits objectifs personnels. Et c'est comme ça que ce festival est né. Et puis ensuite, les projets se sont enchaînés très vite. Je pense que je suis assez créative. Et puis du coup, bon, il y avait l'enthousiasme, il y avait l'élan, il y avait plein de gens qui venaient nous aider. C'était magnifique. Et donc, on a créé un autre événement autour de la mode éthique, avec l'idée derrière, c'était de se dire, est-ce qu'on arrive à... Pour moi, c'était assez clair dès le départ, c'est est-ce qu'on arrive à conscientiser que la matière qui nous entoure, elle peut soit nous prendre de l'énergie, soit nous en donner. Soit elle nous nourrit, soit elle nous appauvrit. Alors, il y a évidemment la manière mentale d'intégrer tout ça avec l'éthique, avec toutes les correspondances que ça veut dire en termes de commerce équitable, de coton bio, enfin, toutes ces matières. Mais derrière, il y a, est-ce qu'on arrive à le ressentir? Pour moi, c'était assez clair dès le départ, cette importance de ramener dans le ressenti, parce que depuis cet espace-là, les choses, elles sont beaucoup plus faciles. Il y a moins besoin de contrôle, d'entrer dans une... Et puis, automatiquement, on est tout de suite dans le lien avec les gens qui font, parce que c'est des passionnés. Donc, il y a tout cet aspect-là qui était important à l'époque. On a fait ce projet pendant 10 ans. Et puis, un autre événement qui s'appelait le Swiss Sustainable Finance. Non, le G21 Sustainability Forum. En l'occurrence, le président de l'association, c'était le responsable donc à un moment, c'était très, en guillemets, prestigieux. C'était le responsable de Swiss Sustainable Finance, Jean Laville, qui était pendant plusieurs années à mes côtés. Et vraiment, je le remercie parce qu'on a pu faire un travail que j'aurais jamais cru possible. On a réussi à vraiment mettre les milieux économiques, politiques, académiques ensemble, en dialogue, pour la Terre, de nouveau, mais sur plein de domaines. Donc, on touchait la ville durable, l'agriculture durable, l'éducation durable, enfin, la gouvernance, etc., etc. On avait 2 jours de forum avec beaucoup d'intervenants. Et chaque fois, on allait inviter les makers, ce qu'on appelait les makers à l'époque, c'est-à-dire les pionniers qui ouvraient des nouveaux modèles ou des nouvelles expériences ou des nouvelles pensées par rapport à ça. De façon à ce que... parce qu'à l'époque, les secteurs, ils ne se parlaient pas beaucoup, en fait. Chacun développait de son côté. Donc, l'idée, c'était de se dire, on a un enjeu commun, c'est la Terre, et ensemble, on peut ouvrir ça. Et ça a marché? Vous avez réussi à créer du lien entre ces différentes structures? Ouais, alors ça, c'est mon histoire personnelle, depuis mon point de vue. Hein, Oui. C'est pas forcément la réalité que tout le monde a vécue, mais ça, petit à petit, ça s'est développé. Je crois qu'on a fait 8 éditions. Et à la 8e édition, en fait, on a eu un énorme succès. Il y avait la Confédération qui était partenaire, il y avait différentes fondations qui étaient là, il y avait les médias, et il y avait des personnalités comme Cyril Dion ou d'autres personnes. Et dans mon expérience à cet événement-là, j'ai vu plein d'amis avec qui je travaillais depuis des années pour lutter pour la Terre, chacun dans leur secteur, qui, depuis ce que moi j'ai perçu, se sont pas respectés. Parce que ça brillait, parce que tout à coup, il y avait les potentiellement flots d'argent, flots de business, et puis qui s'étaient battus depuis des années. Et du coup, ça a donné quelque chose qui était un peu de l'ordre de... on se rabaisse mutuellement, ou, enfin, des choses comme ça. Et moi, ça m'a vraiment... Mais ça m'a touché en plein cœur. J'ai passé un mois à me dire, mais qu'est-ce que j'ai passé toute ma vie pour aider ça? En fait, on change... À ce moment-là, je me suis dit, mais...
on change de thème, mais on n'a pas changé le problème. Ah oui. Et le problème est toujours exactement le même. On va entrer dans une écologie qui sera du business où les gens, de toute façon, ils vont se taper dessus pour les mêmes logiques. Et en fait, ça va rien résoudre parce que tant qu'on n'est pas dans la coopération, dans la symbiose, on n'est pas du tout dans un système harmonieux et durable. Et exactement à ce moment-là, j'ai un leader d'un peuple d'Amazonie, Almir Soroui, qui est venu à ma porte avec Thomas Spitzer, qui était le président d'une association qui l'accompagnait, en me disant on a besoin d'aide. Ils ont débarqué comme ça du jour au lendemain. Ouais, ils ont débarqué comme ça. Et pour moi, c'était un choc de rencontrer un choc positif, une magie, je veux dire plutôt, parce que le choc, ça a un côté négatif. C'était vraiment une magie de rencontrer Almir, où j'ai eu l'impression comme si je rencontrais la forêt en même temps. Et vraiment, c'était des images, des impressions, des perceptions que je connaissais pas, avec tellement d'énergie de vie. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'était je peux plus continuer ce projet et il faut que je fasse quelque chose avec les peuples premiers, avec Almir. Et surtout, en le voyant, j'ai vraiment conscientisé à quel point on s'était éloigné d'un certain réel, à quel point on était dans des mécanismes comme ça, des concepts, des façons de s'organiser ensemble, de travailler ensemble, de penser le monde, qui était tellement loin d'Almir, qui était vraiment connecté à la terre, à la forêt. Et pour moi, ça a été un déclic, comme si je découvrais une nouvelle planète ou un continent, et qui était beaucoup plus loin par rapport à mon appel pour la Terre. Et j'avais l'impression d'être une handicapée, quoi. Et là, je me suis dit, il faut y aller, il faut faire quelque chose ensemble. Et puis, puis assez vite, j'ai aussi compris l'horreur de ce qu'ils vivaient, eux, et l'importance qu'on avait de pouvoir... La responsabilité qu'on avait ici, de se mettre en lien avec eux, parce qu'autrement, tous leurs territoires vont disparaître. Et ça a été tout en même temps, en fait, assez vite. D'accord, donc il y a une forme de réciprocité où eux ont des sagesses à apporter à nos personnes, à notre réalité finalement qui est un peu déconnectée. Et puis voilà, nous, toi en tout cas de ton côté, tu voyais aussi l'importance d'aider ces peuples qui sont menacés. Quoi. Ouais. Ouais, si on regarde en termes de durabilité, version occidentale, si on travaille pour l'écologie et qu'on les aide pas, je veux dire, on n'a rien compris à ce que ça veut dire l'écologie. Je veux dire, c'est les seuls qui savent régénérer une forêt primaire. Il n'y a aucun exemple jusqu'à présent qui est vraiment réussi de régénération d'une forêt primaire. Et parce qu'ils ont... En fait, ce qu'on comprend pas, c'est que nous, on a passé, je sais pas, 2000, 3000, 4000 ans, j'en sais rien, à développer la matière. Donc, on a petit à petit, on a fait des trucs extraordinaires. Hein. Je crois il faut le reconnaître. Et les peuples premiers, ils trouvent aussi. Quand ils viennent ici, c'est en avion, c'est pas à pied, quoi. Mais nous, on a mis toute notre attention, notre présence à travailler la matière. Et les peuples premiers, souvent, ils disent on a développé notre magie dans la matière. Alors qu'eux, ils ont gardé leur magie sur d'autres plans. Et ouais, ça, c'est vachement intéressant. Et donc, nous, on a fait ça. Mais eux, pendant tout ce temps-là, ils n'étaient pas des primates dans une forêt. Ils ont étudié le vivant. Et littéralement, ils ont un savoir, une connaissance sur laquelle on ne pourra jamais régater, quoi. C'est comme si on arrive à un professeur d'université qui a passé toute sa vie, puis que nous, on dit oui, mais non, mais moi je sais, non, on ne sait pas, quoi. Et du coup, c'est vraiment intéressant et en plus, c'est même plus... C'est comme nous on est petit, on utilise tout de suite un téléphone, on ne sait même pas comment ça a été fait. Eux, ils ont aussi toutes ces connaissances qui parfois sont innées, même, ils n'ont même pas besoin de les réactualiser toutes, comme si un patrimoine qui vient avec. Et c'est vrai qu'ils disent toujours qu'ils sont reliés à un savoir originel. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la même façon non plus, j'imagine, de connaître ou d'apprendre. Nous, on apprend dans les livres. Eux, ils sont directement dans l'expérience. Pas du tout de livres, ouais. Ouais. Ils disent... Alors, ça dépend quel peuple, hein, mais
par exemple, le peuple Hunikwi, qui sera là cet été, eux, ils disent qu'ils ont encore 95% de leur savoir originel. Hmm. Et après, leur savoir originel, on pourrait considérer que nous, on a vécu beaucoup de choses dans notre histoire. On a vécu beaucoup de drames. Hein. On n'a pas une vie facile, quoi. En Occident, il fait froid. On a été exportés, on a dû partir. On a massacré une partie des populations, puis une autre. Enfin, on a plein de traumas qui sont intégrés bien au-delà de notre transgénérationnel et qui sont intégrés dans notre civilisation. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont cette connexion encore avec le savoir originel qui est comme si... Voilà, on en parlait juste avant, mais je trouvais intéressant. Par exemple, le paradis. Un truc, on peut être croyant ou pas croyant, c'est égal. On a cette conception inconsciente que le paradis, c'est ailleurs. Et qu'on en a été banni, ou qu'on ira après. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Pour eux, pas du tout. C'est une conception débile. Et donc, en fait, le paradis, il se crée à chaque instant ici. Et donc, il y a toute cette notion, beaucoup de notions chez nous qui créent, en fait, de manière en boucle, sans qu'on s'en rende compte, à travers nos traumas, mais qui sont souvent, je pense, cellulaires, par exemple, des guerres. Pour donner un exemple typique. Qui chez eux sont un non-sens. Donc voilà, ça c'est des choses où là on peut entendre un savoir originel, entre autres, et puis nous on est sur un savoir je sais pas, plus mental, plus conceptuel. Et ce seraient ces traumas et ces mémoires qui nous couperaient de ce savoir original, d'après toi? Je pense que on a un parcours, l'Occident, où on a une longue histoire, où on s'est un petit peu éloigné de ça. Je pense plutôt qu'en les rencontrant, on peut conscientiser. Autrement, c'est difficile. Je pense que, parce que souvent, on travaille sur le subconscient, avec le transgénérationnel et des choses comme ça, mais sur l'inconscient, c'est vraiment difficile. C'est loin. Et en les rencontrant, ça fait des miroirs qu'on ne connaît pas et qui nous permettent de vraiment travailler sur des choses qui n'étaient pas du tout... qui n'étaient pas visibles, qui n'étaient pas possible d'être visibles. C'est comme si on découvrait une nouvelle réalité. Et ouais. Je pense qu'il y a de ça. Et puis après, c'est clair que dans leur culture, alors après, chaque culture, dans leur conception, chaque culture a reçu un don différent. Donc, et ont été explorés, un don différent. Donc, c'est pour ça qu'ils se rencontrent aussi. Ils aiment ça, ils trouvent que c'est important. Et donc, par exemple, je sais pas, de nouveau pour reprendre les Unikwi dans la forêt, eux, ils vont avoir une connaissance des chants de guérison qui sont extraordinaires, hein, et qui sont des savoirs originels, comme ils disent. Ils vont avoir une connaissance des plantes extraordinaire, mais de la communication aux esprits, mais j'aime pas le dire ici parce qu'en fait il y a tellement de connotations ici, puis c'est pas vraiment comme chez nous. Ah oui. Pour eux, une communication avec les esprits, c'est vraiment un travail dans le corps. Ça veut dire que par exemple, s'ils vont entrer en communication avec une plante, ils vont faire un travail de diète pour pas avoir leur propre voile, pour que dans la communication, ce soit pas un miroir de leurs histoires à eux, enfin l'histoire de la personne. Donc ils vont la consommer. Ils vont passer parfois 2-3 mois à la diéter, à la consommer, jusqu'à que l'esprit apparaisse. Et quand l'esprit... Et c'est assez fou parce que y a des peuples qui ne se connaissent pas du tout et qui ont des descriptions d'esprit de certaines plantes, et c'est exactement les mêmes. Ah oui, pour la même plante, ils ont la même... Mais qui est vraiment physique. Hein. Ouais. Et puis après, les vrais pagés, comme on dit, c'est les chamans, c'est comme s'ils intègrent les qualité de l'esprit, et en fait ils ont presque plus besoin de la plante pour guérir quelqu'un. Ah, ok. C'est comme si ils passent directement par l'esprit sans passer par la plante. C'est comme si ensemble on se rencontre, on partage, on fusionne, on devient vraiment très très liés, et en fait les qualités que tu as, je vais les ressentir, je vais m'en imprégner, et après les qualités que tu as à quelqu'un qui en aurait besoin, je peux aussi les redonner. Il y a cette idée là. Ah oui, c'est vraiment une connexion de vivant à vivant. Ouais. C'est pas j'utilise une plante comme un médicament. Non. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au corps, parce que j'ai l'impression justement
leur spiritualité finalement commence dans le corps, alors que chez nous, on a l'impression Ouais. qu'il faut fuir le corps pour être spirituel. Ouais. Ouais, moi, ça me marque toujours Mm. par rapport aux mouvements occidentaux. C'est qu'en fait, eux, ça va vraiment passer par les... C'est comme si une spiritualité, elle doit passer par les cellules. Elle doit aller descendre jusqu'à la chair pour pouvoir monter. Parce qu'autrement, pour eux, c'est pas incarné, quoi. Donc, il y a un truc assez physique quand même. Hein. Aller en Amazonie, c'est assez physique. Mais en même temps, comme il y a une élévation de l'esprit, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas... voilà, ici, il y a beaucoup cette espèce de quête spirituelle, de sagesse un peu hors sol là-bas. Il n'y a pas plus haut, plus bas, il n'y a pas de gourou, enfin tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que si on est vraiment dans leur processus à eux, on vit beaucoup plus dans l'esprit. Et du coup, mais en passant par le corps. Et c'est très physique. Et c'est assez intéressant. Et je pense que du coup, ça devient très incarné. D'accord, ouais. Mais pour eux, c'est toujours... pour eux, tout est esprit. Hein. Tout est esprit. Il n'y a pas que des bons esprits, d'ailleurs. Mais c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais. De nouveau, ça, c'est aussi un truc très occidental. Où il y a les bons et les mauvais. Ouais. Chez eux, il n'y a pas ça. Il y a cet esprit, il veut ça, et moi, je veux ça, et ça va pas aller ensemble. C'est juste ça, en fait. Comme, par exemple, dans une dispute en Occident, on peut très bien avoir quelqu'un qui a un point de vue qui est tout à fait légitime par rapport à son passé, et puis l'autre qui a un autre point de vue, et puis ça va pas aller ensemble. Mais il n'y a pas cette notion de bon ou mauvais aussi. Chez nous, on a un peu disséqué le monde en deux. C'est aussi leur vision des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils nous voient pas, par exemple, comme des mauvais par rapport à eux ou des choses comme ça. Ouais, ils pensent qu'on manque de responsabilité, je pense. Ah ouais. Ouais, vraiment de responsabilité, de conscience, de connexion. En général, ils parlent beaucoup qu'il faut qu'on se reconnecte. À quoi? À la nature? Ouais, à la terre. Pour eux, il y a vraiment un vide de connexion et du coup un malheur. Pour eux, tous les malheurs qu'on vit, c'est aussi lié à ça, toutes les dépressions, c'est tout relié à... En fait, ça c'est Olga, une chamane inuite qui vivait en Suisse, qui était une grande amie, qui disait toujours, et elle disait aussi avec Ninawa, avec les autres, qu'en fait, si on soigne la terre, automatiquement on soigne les humains. Quand on prend soin de la terre, quand on soigne la terre, automatiquement le collectif fait sain. Donc c'est vrai que nous on pense dans l'autre sens, et puis en plus on pense individuel. Alors que pour eux c'est vraiment on soigne un lieu et tout le monde va être bien. Puis après, il y a tellement de différences, mais par exemple sur une communauté, nous on a des rôles et puis on se regarde et puis on se juge et puis voilà tout ça. Et ben, chez eux ça n'existe pas. On va avoir les enfants par exemple chez les Unikui vont devoir à un moment décider qu'ils ont envie d'être chana, c'est les chanteurs. Et puis, il va y avoir tout un processus où ils vont travailler avec les plantes, où ils vont travailler... Mais en plus, ils sont toujours en train de... C'est des chercheurs aussi, hein, comme nous. Voilà, ils ont leur école à eux, mais c'est une vraie... Nina dit toujours qu'il y a une université de la nature avec un processus. Et puis, souvent, ce que l'ancien ou l'aîné a fait, ça va être continuer à processer pour avancer. Donc, c'est pas un truc non plus... ce qu'on a parfois l'impression, c'est que c'est figé, pas du tout, c'est en mouvement perpétuel. Et donc, il y a ce process qui va se faire depuis l'enfance avec des compétences qui sont vraiment différentes des nôtres, ouais. Mais qui se prennent toujours soin. C'est le commun, je crois. Ouais. Alors, j'en viens à ta rencontre fortuite avec... Almir, c'est ça, voilà, qui a débarqué dans ta vie du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Si je me trompe pas, tu as eu l'occasion d'aller découvrir leur monde et puis aussi de l'accueillir. Je sais pas si tu peux nous raconter un petit peu ces deux épisodes. Ouais, c'est un épisode, c'est assez rapide en fait, mais sur le moment on vit puis on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc j'avais fait venir en Suisse et puis pour moi c'était un petit peu une découverte comme ça, et je m'étais dit on va faire des groupes de travail, puisque comme tout ce que moi je pense, ils le pensent différemment, et donc tous mes conditionnements il les a pas.
on va faire un groupe de travail pour repenser tout. Donc on s'est dit, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire vivre en harmonie avec le vivant? Après, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir, se loger, enfin le vital en fait. Vraiment des choses de base. Ouais, qu'est-ce que c'est une vie humaine en fait, c'était ça. Et puis, donc du coup, on a mis en place un mode de faire entre les peuples premiers et une école qui venait de Russie, qu'on a appelé ça Nice Lab, qui développe vraiment l'intuition collective. Et ça nous permet vraiment d'intégrer les réalités de chacun. Et petit à petit, dans une espèce d'énorme authenticité, ça éveille en chacun, tout à coup, des prises de conscience extraordinaires. Concrètement, comment ça se passe? Alors, concrètement, en fait, c'est très simple. C'est un peu comme l'image que moi j'ai toujours, c'est comme si on fait un sentier. Petit à petit, on va sentir où c'est juste de marcher. Et donc, on part d'une question, parce qu'on part de l'idée que, de toute façon, tout sur la Terre est des points de vue. Il n'y a jamais de réponse finale. Et donc, on part d'une question, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire vivre en harmonie avec la nature? Et puis, comme nous, on a un mental qui cartonne à fond, qui est bien éduqué, d'abord, on le lâche. Ça veut dire que vraiment, tout le monde dit ce qu'il pense, de son point de vue, ce qu'il a compris. Voilà. Et du coup, ça fait une espèce de ping-pong mental, un melting pot de différentes informations. Et tout ça, on le met sur une page, sur un flip chart, avec les mots-clés pour se souvenir de ce qu'on a dit. Et puis ensuite, c'est le premier travail de réunification, c'est que le groupe décide qu'il y a des familles, il y a des choses qui vont bien ensemble, d'autres qui n'ont rien à voir, parce qu'on part dans tous les sens. Et donc, on commence à avoir comme ça des petits groupes. Et le principe d'un Nice Lab, c'est que, et c'est le principe qu'il y a chez les peuples premiers, c'est que tout le monde a raison. Il n'y a pas de t'as faux, j'ai raison. On part de l'idée que vraiment tout le monde a raison. Par contre, on demande à chaque personne de faire un travail d'authenticité. C'est-à-dire de sentir si c'est vrai. Mais après, à partir de là, l'idée, c'est qu'on vit sur une terre où, depuis tous les points de vue sur la terre, tout le monde est juste, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est le premier travail. Et puis après, on prend un peu de temps parce qu'il faut lâcher tout ça, un peu laisser tomber. Et puis, on se retrouve. Et là, ça, c'est une concentration un peu plus grande. C'est que chaque personne, à son tour, va devoir dire comment elles se sent réellement par rapport à la question qui a été posée et les conclusions sur lesquelles on est pour l'instant. Et du coup, ça donne des choses absolument extraordinaires, mais ça donne aussi des choses... par exemple, si on se trouve avec un groupe qui sont tous des idéalistes écologistes, ça va donner des... Oui, mais alors pour faire ça, il faut faire ça. Et puis ils sont tous à fond, parce que bon, voilà. Et puis tout à coup, dans le groupe, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui a peut-être déjà pris des claques par rapport à des projets écologiques, et qui, au milieu, donc chacun va dire à son tour comment il se ressent. C'est un tour de table. Alors. Un tour, voilà. Et puis personne n'interrompt. D'accord. C'est vraiment et chacun doit être dans son ressenti, pas dans sa croyance. Là, c'est un gros exercice. C'est pas de dire je crois, mais c'est vraiment je me sens comment avec ça. Et là, souvent il y en a un qui dit non mais vous planez complètement. Moi, je sens qu'on plane et puis ça m'énerve, ça me met en colère parce que c'est complètement à côté de la plaque. Et puis en fait, c'est hyper important. Parce que ça change. Parce que c'est un peu comme dans la réalité, quand on se rencontre, on reste dans notre bulle. Et puis, on va un petit peu entrer dans la bulle de l'autre, mais pas trop. Et là, c'est comme si on intègre petit à petit l'ensemble des réalités de chacun. Et on va refaire ça, ce processus, en tout cas 4 fois. Et petit à petit, ça fait comme une montée d'intuition collective. Où on lâche justement tous les conditionnements. Et quelque chose qui émerge, qui est toujours absolument extraordinaire. Et pour chaque personne, parce que chaque personne reçoit les prises de conscience. C'est vraiment de l'intuition collective. Et ça, c'est très inspiré des peuples premiers. Et c'est ce qu'on a fait avec Almir. Parce que moi, je me suis dit, du coup, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on trouve la manière d'apprendre ensemble. Parce que lui, c'est ce qu'il fait finalement avec les autres membres. Alors, dans une communauté, justement, à la deuxième ou troisième, on a décidé qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble. Et puis là, Almir nous a invités chez lui. Ok. Pour vivre ce Nice Lab, entre guillemets. Et donc, quand on était chez lui, c'était fou parce que déjà, il se passait rien. C'est-à-dire ? Il se passait plein d'autres choses, mais pas ça. Et puis, en fait, effectivement, quand ils doivent prendre une décision... ils vont mettre les hamacs comme ça, chacun est un petit peu lascif comme ça, et chacun dit ce qu'il ressent. Et puis, en fait, tant que tout le monde n'est pas d'accord,
il n'y a rien qui se décide. Hmm. Et moi, là, ça a été le déclic. Je me suis dit, ah oui, mais nous, on est quand même dans une société qui est quand même très dure, très... qui n'est pas sympathique, quoi. Parce qu'il y a quand même toujours 40% de la population dans une décision qui n'est pas d'accord. Hmm. Alors qu'à travers ce process, en fait, c'est de l'inclusivité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose que la gouvernance, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, parce que entre le bourreau, victime, tous ces trucs-là, toute notre société, elle a ce problème-là, quoi. Et là, pour moi, c'était le eureka, parce que du coup, ça crée l'harmonie. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'ils le font. Alors, naturellement, ils sont un peu moins procéduriers que nous, mais c'est le processus qu'ils ont, ouais. Hmm. Ouais. Comment c'était de débarquer là-bas? C'était au Brésil, hein, c'est ça? C'était au Brésil, ouais. Mhm. C'était au Rondônia. Alors, pour moi, c'était complètement magique. J'étais avec des personnes de Suisse qui étaient avec des postes assez importants en Suisse, et qui étaient vraiment dans l'appel de vivre, parce qu'on était dans ce travail. Et puis, c'était complètement extraordinaire. Mais vraiment le monde le plus lointain de tout ce qu'on connaît. Ouais, pour moi, c'était le déclic. Mais je pense que je suis très intuitive, il y a une espèce j'ai une espèce de structure naturelle très. Je sens avant de faire monter l'information au mental. Donc, je me suis presque retrouvée à la maison. Ah oui, c'était pas vraiment un dépaysement. C'était un dépaysement total, mais c'était comme s'il n'y a rien d'effrayant. D'accord, Voilà. ok, je vois. Je donne un exemple. Ils ont une forêt primaire qui est vraiment assez rude. Il y a parfois les arbres, ils ont des pics comme ça. Et puis, on nous disait tout ce qu'il fallait faire attention, pas toucher, machin, le truc. Et puis moi, j'ai un rapport sensoriel avec les arbres. Je les aime, quoi, vraiment. Et puis, on part dans la forêt. Alors, on a eu droit à 3/4 d'heure de blablabla. Qu'est-ce qu'il faut faire attention et tout. Puis, on part dans la forêt. Puis moi, sans même réfléchir, j'ai mes mains qui touchent les arbres. Puis là-dessus, on me hurle dessus. Puis à ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais alors la forêt, si tu veux me prendre ma vie, alors que je viens pour toi, tu peux la prendre. Mais je vais pas avoir peur de toi. Et puis en fait, il m'est jamais arrivé quelque chose. Il y a une espèce de... Comment dire ça, comme si tout de suite, j'ai dit, ok, ma vie, elle est là, si tu la veux, tu la prends. Mais elle est au service, quoi, pour toi. Mais je refuse d'avoir une seconde de pensée où j'ai peur de... Et du coup, c'est un peu comme si j'entrais dans leur monde aussi. Puis, eux, ils disent toujours que la forêt leur parle, et c'est vrai. C'est-à-dire, mais même dans le sens un peu initiatique du terme. J'ai par exemple une amie qui était venue, qui avait très peur des serpents, et elle marche un soir, et il y a un serpent devant elle. Et puis depuis, elle a plus eu peur, parce que c'était tellement un choc. Ah ouais. Il y a quelque chose qui se passe réellement vivant. C'est une vraie intelligence c'est une qui vraie interagit avec intelligence, nous. ouais, vraiment. Wow. Ouais, ouais. Et puis après, donc, on est revenu. Et en fait, 2-3 mois après, peut-être 2 mois après, Almir nous appelle. On était en réunion d'ailleurs pour un projet. Donc on était beaucoup. Et il explique qu'en fait, les orpailleurs sont entrés sur le territoire avec des armes sur la tête des enfants, le mercure, enfin tout ce qui va avec de destruction, et les caterpillars. Et là, moi, mon cœur, il a fait qu'un bond. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas laisser faire. Enfin, puis c'est évidemment complètement contraire au droit du Brésil. Donc c'est vraiment... et donc à ce moment-là, il avertit le gouvernement. Et en fait, il échappe de justesse à 2 tentatives de meurtre. Et à ce moment-là, on se dit, bon, il faut le faire venir en Suisse. Est-ce que lui, c'est le leader spirituel de sa communauté? Alors, Almir, c'est le cacique, c'est le leader politique. Politique, Ouais, d'accord. Ouais. Au début, c'était vraiment... C'est après que je suis entrée dans le monde spirituel. Okay. D'abord, c'était vraiment entrer dans le monde... voilà. Et donc, il fuit cette région. Alors, du coup, on le fait venir. Et puis, Thomas, avec qui je travaillais, il me demande si Almir peut venir dormir chez moi. J'avais un petit studio. Et s'ils peuvent s'installer chez moi, parce que c'était pas possible ailleurs. Et donc, la petite aventure a fait que, je sais plus exactement, mais genre entre 4 et 6 mois,
Almir Wow. a habité chez moi. Donc c'était vraiment avec Thomas qui traduisait, enfin vraiment une insertion, une incubation, Ah voilà. oui. Euh, Tu auras eu l'expérience à la fois sur place et puis ici, ici. C'est marrant. ouais. Et du coup, là, on a essayé de tout faire pour bouger les choses avec beaucoup d'histoires, beaucoup de gens qui nous ont aidés. Bah oui, parce que comment, depuis la Suisse, tu peux faire quelque chose par Alors, rapport au on voulait gouvernement que le gouvernement brésilien brésilien? bouge, Ouais. parce que ça fait partie de la loi. Et donc, on a fait une pétition en ligne. Oh, on n'avait pas un sou en plus, hein. Donc, on a fait le site internet. Enfin, c'est Thomas qui a fait le site internet. Après, on a un peu essayé d'avertir tout le monde. Il y a l'Illustré qui avait fait un article. Enfin, on a essayé de vraiment. Moi, j'ai appelé la Confédération. On a eu des rendez-vous avec les différents responsables des départements. On a regardé avec l'ONU. On a eu contact avec le responsable monde des droits humains et de la diversité. Et puis, vraiment, on était partout. Et puis, on a été même voir Pierre Rabhi, que moi, je connaissais bien à l'époque, et Nicolas Hulot. Donc, pour dire, on a été jusqu'en Cévennes, et puis ensuite, on est à Paris. Toutes ces personnes vous ont écouté Ouais, à et puis nous, on l'ONU essayait aussi. d'avoir le max de com, en fait, pour faire que ça bouge, quoi. Donc, moi, j'essayais d'organiser tout ça. Enfin, bon, bref. Puis, en même temps, il y avait les autres projets, puis il fallait faire tourner la machine et tout ça. Et puis, c'était assez éprouvant. Et puis, moi, je ne voyais pas comment on allait s'en sortir. Parce que si on renvoyait Almir, mais puis c'était pas possible. En fait, on recevait, parce qu'ils ont des téléphones, hein, et donc on recevait les vidéos des orpailleurs saouls sur le territoire, en train de faire des massacres pas possibles. Enfin, la réalité, elle était là, quoi. Et finalement, le site internet, ce qui a beaucoup aidé, c'était il y avait le Sauver les forêts, je crois que ça s'appelle. C'est un site qui fait des pétitions, qui a repris la pétition. La pétition, tout à coup, elle a obtenu, je sais plus, 800 000 ou 500 000. Enfin, c'était vraiment beaucoup de gens qui ont signé. Et puis, du coup, c'est des Anglais et des Australiens qui ont décidé de traduire les sites. C'était des sites tout simples, hein, où on expliquait ce qui se passait, etc. Et un jour, on était chez moi, et il y a Thomas, il y a son téléphone qui sonne, et puis au bout du fil, c'est « Allô, je suis le secrétaire du prince Charles. Ce qu'on nous a dit, c'est exact. Almir, qu'on a croisé une fois sur un forum, dans une situation désespérée. Puis, avec le temps, en fait, il y avait des dossiers énormes qui avaient été faits pour expliquer la situation, pour aller à l'ONU, etc. Oui. Donc oui, tout a été envoyé. Et puis, très diplomatiquement, il a dit, écoutez, vous vous rendez compte qu'évidemment, officiellement, l'Angleterre peut rien faire avec le Brésil, mais on va voir si, diplomatiquement, on arrive à aider Almir. Et en fait, 2 jours après, j'en ai encore des frissons. C'était une telle joie, quoi. Il y avait les Caterpillars qui ont été... Il y a les hélicoptères de la police fédérale qui sont arrivés sur la forêt et qui ont brûlé les Caterpillars et qui ont sorti toutes les équipes. Incroyable. Ouais, ça c'était magique, ouais. Et puis c'était... moi j'aime bien l'exprimer parce que je pense que souvent on a l'impression qu'on peut rien faire. Là on a fait tout ça avec 0 moyen, mais vraiment, hein, même c'est moi et Thomas c'est Thomas qui a payé le billet d'avion, on n'a jamais même réussi à se faire rembourser. Donc on a vraiment fait ça avec rien. Et après, à l'ONU, j'ai une amie qui travaille là-bas et puis qui m'a dit, écoute Barbara, pour faire quelque chose du côté des institutions, il aurait fallu 10 ans. Mais en 10 ans, la forêt, elle était morte. Ouais. Donc c'était ça, en fait. Nous, on se battait contre le thon, parce qu'on est avec du mercure. Donc en 10 ans, c'est clair qu'il n'y avait plus de forêt, quoi. Et là, je me suis dit, mais quand même, qu'on a juste l'appel, puis qu'on suit le cœur, puis qu'on y va, et puis que, on ne sait pas. Hein. Moi, franchement, il y a des moments où je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. Et puis j'ai 2 personnes qui habitent chez moi, et puis oui, ça a marché, quoi. Avec donc ce que je veux dire, c'est que souvent on croit qu'on est trop petit, mais non. Enfin voilà. Et la solution vient pas là où on le pense finalement. Alors ça, j'ai remarqué que c'est toujours comme ça, ouais. C'est jamais où on a pensé que ça irait, que ça. L'univers il choisit d'autres petits chemins. C'est drôle. Et là, c'était totalement inattendu pour le coup. Ouais. Donc oui, c'est intéressant. Tu disais que tu étais rentré finalement chez les peuples premiers par la porte politique et que ensuite... ensuite, il y a eu la porte spirituelle. Comment ça s'est passé ? Bon, déjà, moi, je pense que mon appel, il est vraiment spirituel de base, mais en même temps, il faut toujours comprendre ce qui se joue dans la matière, parce qu'autrement, c'est difficile de...
Puis spirituel, je sais pas, c'est un appel du cœur, voilà, je veux dire le cœur, parce que spirituel, il y a tellement de connotations derrière. Et puis, en fait, quelques mois après, il y a Raoni, donc peut-être que vous le connaissez, c'est cet aîné absolument magnifique qui a fait un travail incroyable pour conscientiser la planète, qui a ce plateau là dans la bouche, qui est très âgé maintenant, qui était venu à la COP 21. Et à la COP 21, il a dit, mais je pense que c'était pas la première qu'il faisait, en fait, il n'y a aucune solution qui va venir de ce genre de réunion. Et à ce moment-là, il a décidé, avec l'aide de différents acteurs, je crois qu'il y avait Paul Watson, il y avait Valérie Cabanes qui travaillait sur tout le mouvement écocide et d'autres, de faire une rencontre avec 150 différents peuples en Amérique du Sud, au Brésil en l'occurrence. Et puis, il y a eu toute une association qui a accompagné Raoni, Planète Amazon, sur la France, qui a fait la recherche de fonds. Et moi, spontanément, il m'a demandé de l'aide parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire des événements. Et du coup, on est entré en lien de manière assez importante. Et finalement, j'y suis allée. Et on était très peu de... Tu as participé à l'organisation oui, puis surtout à l'événement lui-même. Oui. Ouais. Waouh. T'es allé au Brésil? J'ai été au Brésil à cette rencontre où il y avait donc effectivement 150 peuples premiers. Incroyable. C'est la première fois qu'autant de représentants se réunissaient? Je sais pas. En tout cas, c'est impressionnant. Parfois, c'est étonnant parce qu'on pense que c'est les premières fois. Puis parfois, nous, on voit tout l'Occident, mais parfois, ils font oui, entre eux. Ouais, donc je sais pas. Mais je pense que oui. Mais voilà. Et puis, donc, il y avait des peuples un peu partout. Et puis, moi, je m'étais dit, je viens pour tenir la joie à cet événement. Et puis là, c'était vraiment pour moi une vraie initiation parce que c'était un événement fou, quoi. Ça veut dire que la journée, il y avait un travail sur un texte qui existe. Il y a un site qui existe qui s'appelle l'Alliance des gardiens de Mère Nature. En fait, et j'aurais dû me douter, parce que moi, je viens d'une famille où ma tante était géobiologiste, elle qui a fondé l'Institut de Blanche-Mertz, qui est un peu tous les géobiologistes de Suisse, ils sont un peu reliés à ça par le passé. Et donc, j'ai passé mon enfance dans des lieux un peu énergétiques. Et effectivement, chez eux, il y a la partie dialogue, mais il y a la partie union spirituelle. Et donc, en fait, je suis arrivée le deuxième jour, et puis ils ont commencé à sortir toutes les médecines sacrées de partout sur la planète. Et il y avait la moitié qui étaient des leaders politiques, la moitié qui étaient des leaders spirituels. Okay. Donc, ça se passait vraiment sur les deux niveaux? Sur les deux niveaux, ouais. Et chez eux, ça se passe toujours sur les deux niveaux. Puis c'est ça où j'aurais dû me douter, parce que je pense que j'avais l'information déjà depuis petite, mais je sais pas pourquoi, un peu naïve. Et ça m'a demandé énormément d'énergie pour tenir. Parce que comment ça donc la journée, alors la journée, ça discutait sur les points. Et d'ailleurs, je vous invite tous à découvrir, et c'est un site, c'est l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Il y a ce texte qui est, pour moi, extrêmement fondateur de ce que devrait être une approche politique mondiale par rapport à la Terre. Et il y a la nuit, où tout à coup, moi, j'avais jamais pris de médecine de ma vie à ce moment-là, où tout le monde sort les bois sacrés, l'ayahuasca, enfin toutes les médecines. Et puis, à ce moment-là, moi, je me rends compte que c'est tous des leaders spirituels. Et donc là, on est au milieu. Puis moi, c'est un peu particulier, mais dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'est tu gardes les pieds sur la terre, la tête dans le ciel, et tu tiens debout, tranquille. Tu gardes ton énergie, tu vas pas te mettre sous quelqu'un. Il y a une sorte de... Ton authenticité, ton autonomie, c'est ça qui fait la valeur d'une personne. Ça, c'est dans l'inconscient familial. Donc, du coup, je vois qu'il y a plein de gens qui vont se mettre dessous. Puis moi, j'ai dû être obligée de rester, quoi. Donc, j'étais à... Puis, en fait, en parallèle de ça, on était en train de travailler... en Europe, comme on avait fait ces Nice Lab, on s'était dit, il faudrait qu'on travaille l'unité. Ça, c'est mon idéal. Je m'étais dit, on va prendre tous les peuples et les gens qui sont dans vraiment les gens en avant-garde dans l'écologie ou dans la spiritualité, on se réunit tous et on va sur l'unité. Et donc, en Europe, en fait, pour faire ça, pour la première fois, je m'étais dit,
je vais pas faire comme les événements. Dans un événement, en fait, c'est un peu comme un chef d'orchestre. On sait que telle énergie, elle est là, telle énergie, elle est là, ça va donner un peu ça. Là, il y a un ton creux, c'est bien, ça relâche tout le monde. Enfin, c'est un peu comme si on fait une recette de cuisine. Et donc, on conçoit déjà, on sent, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Et là, l'idée, c'était de se dire, non, on veut inviter l'univers, on veut inviter la transcendance, on veut inviter le mystère. Et pour pas que ce soit le chaos, on s'était dit, on va faire autre chose, on va travailler, nous, sur ce que ça veut dire l'unité. Je mets le cercle, parce que depuis, j'ai plus que travailler en cercle. Et donc, on va vraiment travailler, nous. Et quand on aura intégré ça, eh ben, en fait, on va laisser tous ceux qui veulent venir, et on fait pas la police là-dedans, on met aucun contrôle, parce que l'énergie qu'on tient, nous, elle suffit à contrôler. Ce qu'on a conscientisé devrait suffire à ce que les choses, elles se... Ce qui est vrai, hein, ce qui est intéressant, en tout cas, comme manière de fonctionner autrement que par le contrôle, c'est vraiment une matière... Et pas être dans le chaos. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est déjà ce que tu as pu constater quand tu étais au Brésil pour cette grande réunion des... Alors, c'était ouais, le cercle, ouais. Voilà, j'imagine... Il y a une part de chaos, hein, un moment. D'accord, parce que tout le monde arrive qui il est. À part si on est... si on arrive dans un cercle et puis que soit on fait une sorte d'hypocrisie pour se mettre au diapason des autres, pour être aimé dès le départ, soit si on reste dans son authenticité, ben on n'a pas la même expérience. Donc il y a un moment où il y a un moment où il faut harmoniser tout ça, quoi. Donc au début, 150 individualités. Voilà. Alors bon, il y avait la moitié de leaders spirituels. Mais oui, alors ils sont tous arrivés et en fait ça sentait la peur. Parce que tout le monde arrivait avec sa force. Et puis, il faut savoir qu'en fait, il y a quand même une partie des peuples qui, au niveau de l'esprit, souhaiterait plutôt la destruction de l'Occident. Donc nous, évidemment, on était blonds. On n'était pas beaucoup. Donc voilà, il y a aussi cette colère qui est légitime. Hein. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, il y a des pires abominations qui se sont passées sur les peuples autochtones. Donc, et c'est inscrit dans les mémoires presque cellulaires. Donc il y a ça, et puis en même temps, entre eux, il y a vraiment comme un... J'ose pas dire un jeu de coq, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Un rapport de quoi. force, en tout cas. Ouais, il y a qui tu es, quoi. Et qui tu es, et tu vas où. Et donc moi, je sens ça. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi ce vide? Et honnêtement, je peux le dire maintenant, mais cet événement, il s'est passé beaucoup de choses, mais notamment, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait depuis que j'étais enfant, c'était toutes les clés pour que je puisse tenir le coup là-bas. Et pas tomber dans... j'aurais pu commencer à planer, puis me dire je suis plus consciente de ce qui se passe, mais pour rester bien aligné, je pense que c'était vraiment fou. Et tout ce qu'on avait commencé à faire en Europe sur l'unité, où on a fait, en fait, dans ce travail pour préparer l'événement qu'on faisait en Suisse, on a fait que détruire nos croyances, se déconditionner. Donc, je donne un exemple, en fait. Quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on lui a donné du pouvoir. Si on ne lui donne pas de pouvoir, on n'a pas peur, quoi. Donc, ça veut dire que quel pouvoir j'ai donné à cette chose pour que j'en ai peur? Mais c'est que dans mon esprit. Si dans mon esprit, j'ai pas peur de ça parce que je considère que la seule chose qui est importante, c'est la lumière ou l'âme ou le Dieu, ou enfin on peut mettre ce qu'on veut, ou l'essence, ben à ce moment-là, la chose qui me fait peur, elle me fait plus peur. C'est parce que donc il y a eu plein de choses comme ça qu'on avait intégrées puisque évidemment on arrivait tous avec nos croyances, puis ça a fait que détruire nos croyances. Et donc là-bas, pour moi, ça a été super utile. Parce qu'en fait, et ça a été une application de tout ce qu'on avait vécu ici. Parce que oui, il y avait des trucs qui, franchement, n'étaient pas dans le monde ordinaire et qui pouvaient faire complètement flipper et qui n'étaient pas forcément sympathiques. Et en fait, de rester dans cette posture-là, moi, ça m'a permis. Et puis moi, mon objectif en allant là-bas, c'était de tenir la joie. Je m'étais dit, moi, dans cet événement, je viens tenir de l'énergie de joie parce qu'il va y en avoir besoin. Et c'était ma façon de réparer l'Occident, de tenir le... Et ouais, ça c'était vraiment... Mais ça m'a épuisée.
Et quand je suis revenue ici, c'était drôle, j'avais un comité de l'association Nice Future, il y avait des gens assez importants. Et en fait, je suis arrivée et je dis, mais en fait, on s'est complètement trompé. C'est pas de changer euh, les choses qu'on doit faire, c'est changer notre manière d'être au monde qu'on doit faire. Et pour moi, ça a été vraiment là, c'était définitif pour Nice Future, on entrait là-dedans. Ça veut dire qu'au lieu de mettre en avant les différentes choses pour faire différemment, eh ben, c'était vraiment comment on change notre manière d'être au monde ensemble. Ça veut dire notre conscience, en fait. Hmm. Mm. Et c'est à partir de là que vous avez décidé d'organiser des événements en Suisse. Voilà, exactement. Alors, à partir de là, il y a eu, à Rolla, on a fait un projet qu'on avait appelé Au cœur des temps, Mhm. qui était incroyable autour de l'unité, qui était une sacrée aventure. Il y a un film dessus, si jamais c'est possible Génial. d'aller voir Ah oui. sur le site Nice Future. Et donc, c'était il y a déjà longtemps, c'était 2017, je crois. Ah oui, d'accord. 2018. Mhm. Et puis, à partir de là, moi, il y a vraiment eu comme si j'entrais dans une... je sais pas comment dire ça, dans différents univers de différents peuples premiers. Parce qu'ils sont vraiment... différents leaders sont venus chez moi pendant 2-3 ans. Qui sont restés comme sur une longue durée. Sur des longues durées, ouais, Ah oui. souvent 1 mois, 2 mois, Ah oui, 2 d'accord. fois par année. Et puis moi, j'allais là-bas. Et puis c'est comme si j'étais... alors après, c'est pour aider. Hein, donc on était à l'ONU, on était plein d'endroits, on était au G7 de l'environnement. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais en même temps, c'est aussi comme pour moi, à titre personnel, c'est comme si j'entrais dans un processus de formation, d'intégration en fait. Et puis il y a différentes tribus. Et puis là, vraiment, depuis 5 ans maintenant, 6 ans, il y a vraiment un travail important qui se fait pour moi avec avec notamment Ninawa et tout un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'Aigle et du Condor, hein, qui est un mouvement spirituel des peuples premiers. D'accord, qui a été fondé par eux-mêmes. Qui ont été fondés par eux-mêmes. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que depuis ici, on a notre réalité, qu'on pense qu'elle est universelle. Mais c'est pas du tout vrai. Et ça, on se rend compte qu'en allant dans d'autres, en voyageant normalement, mais en allant vraiment dans ces cultures. Et notre réalité, elle n'est pas du tout universelle. Et depuis leur réalité à eux, en fait, le temps qu'on vit, il est très important puisqu'il était annoncé depuis des dizaines de milliers d'années. Donc cette période Maintenant, ouais. Ok, qu'on traverse. Ouais. Et ils ont un rôle à jouer. Donc, du coup, ils ont un rôle à jouer pour amener la future civilisation, si j'ose dire ça comme ça, ou ce qui doit émerger. Et chaque communauté a un rôle particulier? Ou c'est ensemble qu'ils ont un rôle à jouer sur le monde? Je pense qu'ils ont tous des parcelles de connaissances. Mais après, ils font des quêtes. Ils ont tous des prophéties qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont proches. C'est comme des puzzles, non, qu'on met ensemble. Ouais. C'est comme les dons. Ils ont des dons où ils ont une connaissance extrêmement forte. Par exemple, Apollinaire du Bénin, eux, ils ont vraiment une connaissance sur l'eau, mais qui est incroyable. Ils savent comment guérir à travers l'eau. Non seulement l'esprit, mais le corps, c'est pas les mêmes parties de rivières qui vont faire les mêmes choses. Et voilà. Et puis, au Brésil, ils vont avoir, par exemple, au Manari qui va venir cet été, qui est du peuple Sapara en Équateur. Eux, ils ont la médecine du rêve. Donc, tous les matins, ils se retrouvent et puis ils partagent leurs rêves. Puis ils ont une connaissance extraordinaire et c'est avec ça qu'ils naviguent, qu'ils avancent, Et c'est un peuple qui aurait déjà dû disparaître depuis peut-être 100 ans parce qu'ils sont sur du pétrole. Et ils sont hyper pacifiques. Et donc, c'est vraiment plus que de la bienveillance incarnée. Et grâce à ça, en fait, ils arrivent à naviguer pour sauver leur territoire. Donc voilà, c'est pour dire que, en fait, ils ont tous un don différent. Et c'est comme des puzzles. Et par rapport aux prophéties aujourd'hui, ils ont tous un peu comme s'ils ont une parcelle. Mais ils se sont mis ensemble, je pense, depuis l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Et ils ont créé ce grand conseil avec tout un processus où d'abord ils étaient 2, 4. Donc ils ont fait une quête de vision, si on veut, avec notamment un moment des Kogi et Ninawa et 2, 3 autres. Et depuis cette quête de vision, ils voient comment ils doivent avancer. Et c'est comme un portail, si on veut. Et en fait,
Alors, ils ont plusieurs missions. Une des missions, c'est de se faire rencontrer les spiritualités vivantes partout sur la Terre aujourd'hui. Pas pour s'unifier, mais pour, si on se rencontre, il naît quelque chose de différent qui n'a jamais existé, en fait. Et c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de, hop, on se met tous en lien, on se fait de l'échange d'informations et on fait naître quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une de leurs missions. Une autre mission, c'est de créer des maisons de sagesse. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. De transmission. Après, c'est de garder les lieux sacrés qui sont pour eux les forêts, les plus vierges, des choses comme ça. Puis après, ils ont d'autres missions. Et puis, en fait, chaque fois qu'il y a des... oui, puis ils vont aussi dans les COP et les organisations comme ça. Puis en fait, ils vont à côté faire des cérémonies. D'accord. Donc, ils se réunissent tous. Ils font en plus, ils sont sous leur billet payé par les structures. Ils font à côté des cérémonies. Et pendant ce temps, dans les communautés, ils font les cérémonies aussi pour alimenter énergétiquement. D'accord, donc ils font un travail énergétique en même temps qu'un travail ils font un plus travail politique. pour la terre gigantesque. Ah oui. Ah ouais. Quand ils font les cérémonies, c'est souvent pour la terre. Ouais, c'est... Et puis, oui, c'est ça. Puis en fait, ils tiennent Tu penses qu'ils font beaucoup dont on n'a pas conscience? Énorme. Ah oui. Ouais, pas un peu, beaucoup. Énorme, ouais. Puis je pense qu'ils ont... Mais, ouais, dans leur... Je pense que c'est vraiment une envie... Ici, le narratif, il est assez déprimant et puis pas très rigolo. Oui. Mais en ayant leur narratif, moi, je pense qu'on vit une période absolument géniale, quoi. Parce que c'est une période de transformation. C'est comme si on a l'hiver, hein, puis après, tu as le printemps. Puis eux, ils sont en train de faire le printemps. Puis c'est normal qu'il faut l'hiver si on veut un printemps. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est pas un écroulement, c'est un hiver et un printemps. Donc malgré toutes les choses difficiles qu'ils peuvent vivre, quand tu parlais justement de destruction de leur territoire et tout ça, ils restent optimistes, ils sont dans une vision optimiste. Ah mais moi j'ai jamais vu ça. En fait, je me dis, ce qu'ils vivent ici, n'importe qui déprime et après 2 secondes et demie, quoi. Et eux, ils chantent. Hein. Donc c'est juste fou, l'énergie de destruction à laquelle ils sont confrontés et en même temps l'énergie de joie qu'ils arrivent à tenir. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Ils savent que c'est transitoire. Un processus, ouais. Après, c'est un engagement. Hein. C'est un engagement réel, physique, dans la matière. C'est pas un jeu, quoi. C'est à 250%, quoi. C'est pas je regarde depuis en haut et puis j'attends que ça se passe, quoi. Tu parlais de responsabilité tout à l'heure. C'est aussi prendre ses responsabilités. Ouais. Alors, c'est vraiment ça. C'est pour eux, il y a... Déjà, je pense même scientifiquement, en Occident, on n'est pas encore conscient que si la forêt amazonienne disparaît, en fait, l'Europe, on n'a plus du... Comment ça s'appelle, le mainstream, je crois, le Gulf Stream, voilà. Gulf Stream, ouais. Et donc, notre climat, donc toute notre nature, elle meurt en même temps que la leur. Hein. Donc ça, c'est juste pas du tout encore intégré. Parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, la forêt amazonienne, c'est pas le poumon de la Terre. Mais par contre, c'est le thermomètre de la Terre, c'est le thermostat. Ok. En tout cas pour l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est scientifique, ça, c'est pas... Et en fait, cette reliance qu'on n'a pas intégrée, la plupart du temps, les gens ils disent l'Amazonie. Mais en fait, les accords Mercator, c'est ici, quoi. Le bœuf qu'on mange, c'est ici. Enfin, ce que les gens ils ne comprennent pas, c'est que c'est réellement notre impact qui crée ce qui se passe. Après, c'est vrai que si l'Europe, elle se consomme... Mais pour l'instant, c'est quand même l'Europe même les entreprises qui vont exploiter chez eux, c'est des consortiums d'entreprises européennes ou américaines. Mais il y a vraiment une base européenne qui est vraiment directement reliée à ce qui se passe là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a un mouvement massif de destruction qui pourrait peut-être à un moment venir de Chine ou d'ailleurs. Mais pour l'instant, enfin, il y a vraiment une responsabilisation à prendre ici. Et typiquement, la Suisse, ils vont entrer dans les accords Mercator. Donc, en fait, politiquement, on n'est pas du tout en train de prendre nos responsabilités. Pour l'instant. Mais après, pour donner un exemple encore, avec Almire, un jour, on parle de bois. Et puis, moi, je réalise que la Suisse, elle n'a pas de législation sur le bois qui vient des forêts primaires.
Ah oui. pour l'importation. Donc en fait, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'on discute avec Almire, je me dis, ah ouais, mais en fait, la Suisse est en train de tourner la plaque tournante. Ça veut dire elle transforme le bois qui Ah vient de oui. forêt primaire, elle en fait des cuisines ou je sais pas quoi, et puis hop, ça repart sur l'Europe, made in Suisse. Et puis là-dessus, ben, on en parle avec, je sais pas si je peux la citer, Adèle Torrance, hein, qui était chez les Verts. Elle en fait une mention au gouvernement, et la loi a changé. Ah, Mais de manière hyper simple. c'est incroyable. Donc parfois, il y a des trucs magiques qui marchent Qui comme se ça. débloque comme ça. Moi, on en parle juste avec elle. Elle en fait. Ouais, puis tchac, tchac, tchac. Puis en une année, c'était réglé. Mais de manière. Moi, ça m'a pris une journée. Enfin, de temps. Parfois, il y a des choses comme ça qui sont extraordinaires et qui sont de l'absence de connaissances. Parce que je pense que là, typiquement, le gouvernement, les gens ne savaient pas. Enfin, il y a juste un vide. Donc, c'est aussi important. Moi, je crois qu'on peut prendre soin que de ce qu'on aime. Si on n'aime pas, si on ne connaît pas, on ne peut pas aider, en fait. Donc, il y a déjà de comprendre, de connaître, parce qu'autrement, c'est impossible de vraiment aider. Mais après, il y a l'histoire de réciprocité. Puis, je trouve intéressant, parce qu'avec les peuples premiers, vraiment, on reçoit tellement que c'est quelque chose... Il y a... Ah, ça, si vous êtes d'accord, je peux partager ça. Il y a... Ninawa, il parle toujours de l'université de la forêt, qui a son propre enseignement. Et il dit qu'il y a 6 règnes et qu'on ne peut pas passer au dernier règne sans avoir intégré comme 6 étapes ou 6 écoles, intégré le premier, en fait. Et puis, dans ces règnes, c'est hyper intéressant. Moi, c'est toujours tout simple ce qu'ils disent, puis après, ça fait réfléchir les heures. Mais moi, ça m'a bien fait réfléchir. Je l'ai vraiment pu l'appliquer à plein de choses dans la vie. Le premier règne à intégrer, c'est que tout est révérence. C'est-à-dire tout existe, tout est esprit, tout est vivant. C'est pas des images mortes ou de la décoration, tout est présent. Donc, il y a d'abord d'intégrer que tout est révérence, tout est réel. Ensuite, le deuxième royaume, je crois, c'est la relation. C'est que tout est relation. Il n'existe pas, on ne peut pas exister sans la relation, même avec les objets, quoi. Tout est existant grâce à la relation. Donc, la relation nous constitue, c'est pas nous qui... Et puis, le troisième règne, c'est le respect. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers quelque chose sans le respecter, sans justement lâcher tout ce qu'on croit pour aller écouter, lâcher son point de vue un petit peu pour aller écouter, même si on n'est pas d'accord, mais d'entrer dans le respect, de respecter l'histoire de l'autre, parce que l'histoire de l'autre, c'est la sienne. Et le quatrième règne, c'est la réciprocité. D'accord. Donc tout fonctionne par réciprocité. Et même si on n'est pas conscient, tout le temps, il y a de la réciprocité qui va se passer sur d'autres plans, mais elle est toujours là, la réciprocité. Et puis, le cinquième règne, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, plus on est vaste, plus on est responsable, plus on a cette responsabilité naturelle. Et puis, c'est seulement quand on a intégré ces 5 premiers règnes qu'on peut entrer dans la régénération. Avant, pour eux, on n'arrive pas à régénérer quoi que ce soit. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, comme tu dis. Par exemple, entre le deuxième et le troisième règne, il faut connaître, il faut comprendre qu'on est tous reliés, que tout est vivant pour pouvoir commencer à se respecter et à respecter les autres, finalement. Ouais. Et c'est assez logique quand on y pense. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et alors, c'est aussi, finalement, aussi le but de ces événements que tu organises. Donc, devenir les gardiens de la Terre, c'est la 2e édition. C'est permettre aussi aux gens de comprendre tout ça pour amener plus de respect. Alors, c'est effectivement, c'est vraiment l'idée de vivre une transformation. Donc, c'est un événement où on va aller... Le point commun de tous les... y compris notre culture, hein, de tous les peuples premiers, c'est les éléments. D'accord. Ils vont tous avoir quelque chose qu'ils vont appeler comme le grand esprit, mais ils ont chacun leur mot. Et puis les éléments. Et donc,
pour eux, toute la vie sur Terre, elle est constituée des éléments et qui vont travailler sur le plan physique, émotionnel. Enfin, voilà. Et donc là, l'idée, c'est que chaque jour est consacré à un élément. Et en fait, on travaille vraiment sur la co-création, l'idée du cercle. Et après, c'est comme un processus, on entre vraiment dans un processus initiatique, si je veux dire ça comme ça, de transformation. Et il y a plusieurs choses. Il y a effectivement du partage énormément, mais il y a aussi l'énergie qui monte hein, et qui fait que ça fait émerger des choses de toujours plus fortes. Donc c'est un peu les deux choses en même temps. Et puis il y a aussi ce qui doit se guérir dans le collectif qui vient naturellement. L'année passée, on a eu une énorme guérison sur l'aspect chrétien qui avait peur de l'étranger. Et eux, leur meurtrissure, hein, on parlait... Enfin, et ça s'est fait spontanément. Ça veut dire que c'est le lieu même qui ne laissait plus rien se manifester. Donc on n'avait pas fait ça. Donc ça fait aussi qu'il y a des guérisons collectives, mais on ne sait pas pourquoi elles arrivent, quoi. C'est parce qu'elles doivent se guérir, ouais. Donc c'est plus qu'une rencontre, hein, c'est un vrai stage avec une initiation qui permet des changements pour soi, mais finalement aussi plus large au niveau collectif. Pour soi et pour le collectif. En fait, pour moi, depuis mon point de vue, ici en Occident, on est encore très axé sur le développement personnel, moi, etc. Et je trouve intéressant parce que chez eux, ça n'a pas de sens, ou ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, comme je disais, si on soigne la Terre, ça soigne le commun. Si on soigne un groupe, les gens vont beaucoup plus avancer que si on fait des choses plus individuelles. Bon, après, tout dépend, hein, si c'est un côté physique. Mais il y a comme si chacun devenait guérisseur de l'autre. Il y a des transformations mutuelles qui se font. Et ça, c'est leur manière de fonctionner. Et moi, je trouve ça génial parce que ça marche tout le temps. Ça nous demande de sortir de notre habitude de contrôle quand même. Parce qu'il n'y a pas forcément... Oui, il y a un petit programme, mais quand même pas... Et puis, de laisser la magie arriver. Et ça marche tout le temps. J'ai jamais vu une fois où ça marche pas. Waouh. Ouais. Donc, ça dure 5 jours. Chaque jour est consacré à un élément. Vous allez dans des lieux particuliers pour Alors, c'est ça, en fait, être au contact de l'élément. C'est pour ça qu'on va au Lac Noir, parce que chaque fois, je cherche des lieux parce que pour eux, c'est ça qui est important. C'est des lieux qui ont une forte intensité spirituelle, énergétique et de côté sauvage encore. Et donc là, on est devant le Lac Noir. Donc un jour, on va être vers les chutes d'eau. Un jour, on va monter... et là, je me réjouis parce qu'il y a aussi des cadeaux pour eux. On va monter en télésiège. Pour eux, ça va être la première fois. Déjà, c'est la première fois pour certains, les montagnes. Mais... Et puis pour l'air, on sera en haut des montagnes. Pour la terre, il y a une vallée juste derrière qui est une vallée que l'UNESCO qui protège, je ne sais pas comment on dit ça. Et en fait, cette vallée, elle a une faune qui est unique au monde. Donc voilà, ça se prête hyper bien. Et donc chaque jour, on va dans des endroits complètement différents. Et puis, on crée le cercle et puis on regarde ce qui se passe. Et puis, ce qui est beau, c'est que, évidemment, ils vont prendre plus de place, mais vraiment, il y a un côté co-créatif et transformateur, vraiment. C'est comme un passage qu'on vit tous ensemble. Et c'est vraiment beau et c'est intense. Hein. Ah oui. C'est vraiment très intense. Même du côté des peuples premiers, ils se disent que cet événement, même pour eux. Il est intense. Ouais. Ça veut dire que... Puis pour moi, c'était aussi chouette. Parce qu'au début, je voyais bien qu'on n'était pas là, quoi. Puis moi, j'allais chez eux, puis je venais venir en Occident, puis je sentais que... Ils se faisaient un peu chier, quoi. Et puis là, je vois que ça se passe. Quoi. Parce que là, du coup, c'est comme s'il y a l'esprit qui passe pour eux. Il y a les choses qui doivent se manifester, elles se manifestent, mais c'est comme si on est tous guidés par l'esprit à ce moment-là. Et ouais, du coup, c'est vraiment beau. C'est vraiment... Puis après, c'est constitué par les gens qui sont là. Donc, c'est ça qui est magique aussi, c'est on devient tous acteurs d'un moment unique au monde, qui est quand même particulier, quoi. Magnifique. Ouais. Donc, 20 représentants, 20 chefs spirituels qui sont présents pendant 5 jours.
dans un en Un lieu petit comité, magique. dans un lieu Ouais, magique. ouais. Est-ce que tu peux nous... Alors, on va pas présenter peut-être les 20 personnes, mais notamment, ben, il y en a certains que tu as déjà évoqués, comme Ninawa. Alors, tu peux nous Ouais. dire un petit peu qui il est? Alors, Ninawa, c'est le cacique, donc le chef spirituel et Mhm. politique des Uniquis. Donc, de ce Oh. peuple, c'est 18 000 personnes qui sont un peu sur différents endroits, dans l'Acre, au Brésil. Mhm. Il y a aussi des Uniquis sur le Pérou. C'est notre, notre cacique. D'accord. C'est un être, pour moi, moi, il me fait penser. J'ai rencontré, donc je les ai amenés chez le Dalai Lama. Ah, mais oui, Ouais. mais raconte-nous. Ah ouais, c'est parce que dans leur vision de se rencontre, il y a vraiment la vision de rencontrer différentes sagesses spirituelles vivantes. Et puis en même temps, c'était autre chose, mais moi j'essaie de sauver 440 hectares de forêt. J'essaie encore de sauver pour les Unicus, parce que c'est vraiment une grosse catastrophe. Puis c'est un autre parc, celle-là, mais c'est vraiment de chercher des soutiens, des fonds pour. Mais d'abord des soutiens. Ouais, c'est pas simple, quoi, pour racheter ces forêts avant qu'elles se fassent détruire. Et c'est les forêts ancestrales, enfin voilà. Et puis du coup, je me disais, là, on n'arrivait à rien faire pour avancer. Et d'un côté, il y avait cette connexion spirituelle à faire, hein, puisqu'ils n'avaient jamais été. Et puis de l'autre côté, il y avait l'idée de faire une prière commune, parce que moi, je crois beaucoup à l'énergie, qu'on allait ensemble, pour... D'ailleurs, on a sauvé cette petite part de forêt après, pour les aider. Et donc, on a été avec plusieurs peuples premiers, avec Huanca qui est du Pérou, Mindaï qui est du Mexique, qui sont fait partie de l'Aigle du Condor. D'accord. Et puis, on a été rencontrer le Dalai Lama. Et on a été partagé avec je crois que c'est le chef politique du Tibet, qui est presque comme le frère du Dalai Lama. On a partagé 5 jours sur les différents thèmes, un peu comme l'Inna Islam. D'accord. C'était vachement intéressant, quoi. C'était vraiment, vraiment intéressant. Là, on est resté 10 jours là-bas. Et c'est là où j'ai eu la vision du projet Gardien de la Terre. D'accord, c'est comme ça que c'est né. Ouais, Tu as eu comment une intuition? Alors, ouais, ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, je reçois vraiment des visions. Et puis, c'était au moment... En fait, je l'ai beaucoup prise au sérieux parce que c'était au moment où j'étais avec le Dalai Lama. Et là, j'ai vu la Terre entourée d'une stratosphère un peu trouble. Et puis, ça engluait un peu tout le vivant, le minéral, le végétal, les animaux, les humains et peut-être même les énergies plus subtiles. Je pense qu'il y a plusieurs règnes. Et tout le monde était là-dedans. Et en fait, ça me disait que c'était en 2027 et que ça avait encore beaucoup augmenté, qu'on était... le Dalai Lama, c'était en 2023. Et que ça avait beaucoup augmenté à cause de l'intelligence artificielle. Et que c'était de la mémoire. C'est comme l'astral de mémoire. C'était de la mémoire qui se répétait, qui n'arrivait pas à se libérer parce qu'elle n'était pas conscientisée. Et ça faisait un truc comme ça. Et c'était un peu trouble comme ça. Et ça laissait pas une circulation de l'énergie entre le cosmos et la Terre. Comme si la transcendance, elle pouvait plus... Les informations des étoiles, tout ça, ça pouvait plus passer, quoi. Ou mal. Et donc, l'information que j'ai reçue à ce moment-là, c'est vraiment... Il faut, en Europe, que tu organises un événement important, ou que tu œuvres pour, avec d'autres, hein, parce que je ne crois pas que je vais y arriver tout seul, un événement important où 1000 personnes environ, hein, c'était symbolique, sont présentes pour 2027 et qu'elles soient vraiment connectées dans une cérémonie toute simple d'honorer l'eau ou la terre ou le feu, enfin voilà, quelque chose de... C'était pas la complexité de la cérémonie qui était importante, mais par contre ce qui était important, c'est que les personnes qui étaient là, elles étaient vraiment présentes depuis leur présence du cœur. Et ça faisait comme une famille humaine, réellement. Ça veut dire que ma sœur, si je sais qu'elle va pas bien, je le sens, quoi, et je m'en occupe. Il y a quelque chose qui était de l'ordre de la fraternité, mais vraiment une grosse fraternité, 2000 personnes. Et puis, ça, c'était important. Et puis, en même temps, j'avais l'information que ça allait se passer la même chose en Afrique, en Amérique du Sud et au Canada. Et pour ces 3 autres régions, c'était pas à moi de porter.
Pas tout faire. Voilà. Mais par contre, c'était à moi de tisser. C'est-à-dire D'accord. de tisser les liens. Donc, il y avait des Européens qui étaient aussi là-bas, il y avait Hmm. des Africains qui étaient ici, etc. On avait tissé comme si, en fait, la fraternité elle s'est étendue entre les quatre endroits. Et puis, du coup, quand ça se passait en même temps, et c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas l'Asie alors qu'on était en Asie, et ça se passait en même temps et ça ouvrait peut-être c'est parce qu'ils le font déjà, un vortex, comme si ça faisait un tourbillon, Mhm. et puis ça enlevait cette stratosphère un peu trouble là, et puis ça relaissait la circulation se mettre en place. Et puis ça faisait plein de petits trous partout de tous les vivants qui avaient cet appel donc c'est comme ça s'ouvrait quoi. Et puis du coup je me suis dit bah comment je vais faire ça. Mais surtout l'histoire du cœur quoi. Comment. Et puis de nouveau bah c'est ce que je pense, c'est que en fait pour aimer on doit connaître. Mhm. Donc on ne connaît pas, on a tous nos réflexes archaïques qui se mettent en mouvement. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, qu'on s'apprécie, qu'on découvre qu'on a des talents multiples, que dans cette famille humaine, chaque fois on se réunit, c'est juste extraordinaire. Et puis c'est comme ça qu'est né les Gardiens de la Terre. Ah, super. Ouais. Magnifique. Donc la deuxième édition qui aura lieu du 27 au 31 27 au août 31 août, 2025, donc Ouais. c'est bientôt. Oui, Il y a encore de la place pour les il y a personnes encore de la place, intéressées. ouais, Et vraiment. donc 20 leaders spirituels qui seront Qui seront présents là, pendant les ouais. 5 jours. Tu nous as parlé de Ninawa. Ah oui. Alors, Euh, Ninawa, Apollinaire, donc c'est le Bénin, Mhm. aussi quelqu'un de merveilleux. Il y aura Exti et sa sœur qui sont des grands-mères du Mexique et qui soignent avec la médecine des roses. Et c'est magnifique. Ah. Et c'est pour elle, elle travaille avec la mère cosmique, qui est Ok. une des plus grandes médecines. À travers les roses, c'est fort, hein. Mais j'ai fait, c'est pas, ça transforme quoi. Et elles ont passé leur vie au service de la rose. C'est une tradition mexicaine. On a un Huanca qui est dans l'église du Condor et qui représente le Condor Mm. et qui est de la tradition Huanca, qui est une tradition avant les Incas, où là il y a énormément de connaissances très très ancestrales. Et il y a, si tout va bien, je touche du bois, j'aimerais vraiment qu'ils viennent, les Kogi Ah, avec un momo. wow. Donc c'est un tout ancien, très très sage. Et il y a Shaninawa, c'est une tribu des femmes qui. C'est super intéressant. C'est une nouvelle tribu, parce que souvent on pense que c'est figé, Mhm. et puis tout bouge en fait. Et puis c'est une Ah oui. nouvelle tribu de femmes qui est soutenue par les différents peuples d'hommes. Donc Ok. c'est pour montrer Ok. aussi que voilà, il se passe des choses ici autour du féminin masculin, ça se passe aussi Mm. là-bas, différemment. Et puis c'est vachement intéressant Intéressant, de ouais. voir. Ouais. Wow. Ouais, ça va être Voilà. très très riche. Ouais, ça va être riche. Mhm. Et puis les Inuits, ils viennent à 5 ou peut-être 6. Et c'est hyper chouette parce que là, du coup, on voit les différents. C'est comme une petite communauté. Il y a l'artisanat sacré avec la femme qui est la responsable. En fait, l'artisanat, c'est comme si on reçoit une fréquence de lumière. Et suivant ce qu'on travaille dans la vie, elles vont créer quelque chose Mm. qu'à la fréquence qu'on aura besoin. Donc l'artisanat, il n'est jamais... C'est pas juste pour faire joli les bijoux. Voilà, c'est pas innocent. Il y a un chanteur, ça s'appelle Xana, c'est un chanteur qui chante les chants de guérison. Il y a un pagé, donc en plus, paraît-il, c'est un orfèvre. C'est-à-dire qu'un pagé, vraiment, il va réussir à... Comme s'il remet l'harmonie exactement où il faut dans la partie qu'on a besoin. Et puis, il y a Ninawa, il y a encore une autre femme qui fait les soins. Donc voilà, on aura... Comme si on entre un peu dans la réalité d'un village. C'est intéressant cette globalité. Tu me disais tout à l'heure hors caméra que quand eux ils parlent de médecine, ils n'entendent pas la même chose que nous. C'est quelque chose de plus global. Alors, depuis ce que je comprends aujourd'hui, en fait, alors ce qui est sûr, c'est que en fait, pour eux, tout est médecine et qu'on est dans un processus de guérison. Et tant qu'on n'est pas éveillé, on doit aller dans un processus de guérison. Mais depuis ce que je comprends, en fait, dans ces traditions ancestrales, tous les aînés étaient des éveillés. Et c'est comme si c'est un processus normal
d'une vie humaine. Mm. C'est pas un truc extraordinaire, c'est le processus normal d'une vie humaine. Et ça, je trouve super intéressant parce que c'est comme si on a oublié ça, mais que c'est naturel en fait d'arriver à l'éveil et quand ils doivent partir, en fait, ils choisissent même quand, comment, ils reviennent parfois. Enfin, il y a plein d'histoires. Mais pour dire qu'en fait, ouais, vraiment, ils sont tout le temps dans les médecines, comme ils appellent, mais c'est des médecines d'éveil ou des médecines de qualité, de lumière. Ah, c'est pas juste une maladie qu'on va traiter avec Non. une pilule. D'ailleurs, un jour, j'ai demandé, je comprenais pas pourquoi de temps en temps ils vont à l'hôpital. Et puis pour des, je sais pas, des trucs, des diabètes, des leucémies. Et puis je leur demande, mais en fait, vos chamans, ils s'appellent les pagés là-bas, ils savent tout guérir. En fait, ils m'ont expliqué qu'avant, ils savaient tout guérir. Avant mais tout est esprit. Donc, ils connaissaient tous les esprits qui pouvaient arriver, souvent à travers les animaux qui mangeaient ou des choses comme ça. Avec l'arrivée de la civilisation, ils ont plein d'esprits qui sont arrivés qu'ils ne connaissaient pas. Mais en fait, ils sont déjà en train de découvrir que certains, par exemple, cancers, sont liés à un esprit qu'ils connaissaient plus ou moins et qu'ils arrivent à commencer à soigner. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on pense que c'est figé de nouveau. Ouais. Puis pas du tout, ils sont en train d'étudier toutes les maladies qu'on a apportées occidentales pour voir quels sont les esprits, alors depuis leur point de vue, et comment les guérir. Et donc, ils les étudient. Et avant, ils savaient tout, puis maintenant, ils ont eu ils sont nouveau retournés à l'école, quoi. Mais c'est super intéressant parce que ça change toutes nos façons de voir, en fait. Oui, c'est pas aussi figé qu'on pourrait le croire. Non. Et il y a des choses qui guérissent, qui sont inguérissables ici, qui guérissent très, 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 très bien. Ouais. Et puis après, au niveau spirituel, ça c'est sûr. Mais ça, c'est la première chose. Mais après, j'ai vraiment vu beaucoup de miracles. Ce qu'on peut appeler des miracles. Après, c'est parce qu'on comprend pas, mais ouais. T'as un exemple comme ça? Ah oui, j'ai la fille de ma meilleure amie. À un moment donné, elle a un truc comme ça dans le cerveau. Donc, elle a 22 ans. J'ai ma copine qui m'appelle, enfin, peut-être plus, ça, peut-être 24 ans, qui me dit ah, Barbara, c'est horrible, quoi. Et à ce moment-là, il y a Benki, qui est le leader des Ashaninka, qui venait pas loin de où elle habitait. Puis, donc, elle était au soins intensifs avec une durée de vie présagée de, je sais pas, un mois, genre. Ah ouais, c'était un truc du coup. Et puis là, elle rencontre Benki. Je sais pas, il fait des choses. Et en fait, elle n'a plus retourné à l'hôpital. Et elle est retournée, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. Plus rien. Ouais. Mais j'ai vraiment vu souvent les choses comme ça. Ouais. Ça, c'est fou. Après, j'ai aussi vu des gens. Par exemple, il y a une personne qui est venue chez moi, que j'aurais tellement voulu qu'elle guérisse, qui est venue vraiment depuis les urgences du CHUV, donc avec les sacs un peu partout. Donc, elle était en fin de vie. Puis, elle est partie. Mais j'ai vu, je pense, un esprit qui est prêt. Parce que parfois, c'est aussi ça. Mais j'ai vraiment aussi vu des miracles. Ouais. Wow. Ouais. En tout cas, c'est fascinant tout ce que tu nous racontes, toutes ces expériences. Ça donne vraiment envie d'aller à la rencontre de ces peuples premiers. Et puis ça vaut la peine. On est une humanité. C'est la première fois dans l'histoire humaine depuis très très longtemps qu'on peut le faire, quoi. C'est vrai, on se rend pas compte de la chance. C'est vrai. Moi, je pense que nos grands-parents, ils auraient bien voulu, mais ils pouvaient pas, quoi. C'est juste extraordinaire, quand même. C'est incroyable. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On peut venir du 27 au 31 août en Suisse, vers Fribourg, au Lac Noir, pour aller à leur rencontre et puis vivre vraiment une expérience avec eux. Donc, les personnes qui sont intéressées, ils trouveront toutes les informations sur le site internet de Nice Future, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on mettra le lien et puis on invite les gens intéressés à aller se renseigner sur ce magnifique événement qui va pas seulement se passer au Lac Noir, mais qui va, je pense, rayonner aussi au-delà. Donc, merci beaucoup, Barbara, d'être venue nous parler de toute cette expérience avec les peuples premiers. C'était super, c'était fascinant. Avec grande gratitude. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Si vous voulez plus d'infos sur l'événement Devenez les gardiens de la Terre, je vous ai mis le lien vers leur site dans la description sous cette vidéo.
Et si ce Master Talk vous a plu, j'ai quelque chose d'autre qui devrait vous intéresser. Je vous offre un accès de 7 jours à notre plateforme de formation continue Masterclass Pure Santé. Pendant 7 jours, venez découvrir gratuitement plus de 200 vidéos de formation et d'interviews pour vous initier auprès des plus grands experts de la santé. Pour ça, c'est simple, il vous suffit de profiter de votre accès offert. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles découvertes dans cet univers passionnant et à très bientôt.